Il s'agit de l'affaire IT 9510T, le procureur contre Goran Jelicic. Bien, merci. Est-ce que le banc de l'accusation peut se présenter, s'il vous plaît? Je vois que je connais, mais s'ils peuvent se présenter. Monsieur Nice. Monsieur le Président, c'est moi qui comparais pour l'accusation, mais les juges de cette Chambre se rendront compte que Madame Del Ponte, procureure générale du tribunal, est également présente dans la salle aujourd'hui. Je vous salue d'abord, Monsieur Nice, et puis je salue particulièrement, bien sûr, Madame Del Ponte, qui est procureure, que je vois donc pour la première fois dans sa robe de procureur, et que je salue au nom de mes collègues, avec beaucoup de considération. Côté de la défense, s'il vous plaît, pouvez-vous vous identifier? Maître Landrovitch. Monsieur le Président, messieurs les juges, je m'appelle Veseline Landrovitch, je suis avocat de Bielina et mon collègue Maître Greaves a des engagements professionnels aujourd'hui qui l'ont empêché d'être présent. Merci. Bien, eh bien écoutez, vous savez qu'ici nous sommes réunis, je salue également le nombre public qui est ici. Nous sommes réunis ici pour donc mettre un terme, au moins en première instance, à l'affaire qui a été indiquée par notre greffier, c'est-à-dire l'affaire du procureur contre Goran Jelicic. Vous le concevrez, le jugement qui va être rendu à l'instant et va être disponible dans les deux langues, je crois, Monsieur Olivier Fourmy, va donc vous sera distribué. Et comme maintenant ça devient une tradition dans cette enceinte, c'est un résumé que le président, et au nom de mes deux collègues, le juge Fouad Riad à ma droite et le juge Almiro Rodriguez à ma gauche, nous allons rendre, étant entendu que je le rappellerai que c'est un jugement qui a été rendu à l'unanimité des trois juges. Je vais donc lire ce résumé relativement lentement pour que les interprètes puissent accomplir convenablement leur office. Comme vous le savez, le 19 octobre dernier, la Chambre s'est prononcée en faveur de l'acquittement de Goran Jelicic pour le crime de génocide. Et elle a reconnu sa culpabilité pour violation des lois et des coutumes de la guerre et d'autre part de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, la Chambre rend son jugement motivé et d'autre part va prononcer à l'encontre de Goran Jelicic la peine qu'elle a déterminée pour les 31 chefs d'accusation retenus contre lui en raison du meurtre de 13 personnes, des sévices corporels infligés à 4 personnes et des vols commis au préjudice de divers détenus. Avant de préciser la peine, la Chambre souhaite rappeler brièvement les éléments de cette affaire, renvoyant pour plus d'explications à son jugement écrit. Le procureur a intenté un procès à Goran Jelicic, ici présent, pour les crimes que celui-ci aurait commis principalement au début du mois de mai 1992 dans la municipalité de Brčko. Brčko est une localité importante. À l'époque, une population d'environ 41 000 habitants, musulmane à 55%, située au nord-est de la Bosnie-Herzégovine, à la frontière avec la République de Croatie. Le 30 avril 1992, 2 explosions détruisent les ponts de Brčko enjambant la rivière Save. Ces explosions survenues après que les représentants locaux serbes eurent exigé que la ville soit divisée en 3 secteurs, dont un exclusivement serbe, peuvent être considérées, ces explosions, comme ayant marqué le début des hostilités de la part des forces serbes. Le 1er mai, des annonces sont diffusées à la radio, intimant aux habitants musulmans et croates l'ordre de rendre leurs armes. Des forces serbes, comprenant des soldats, des forces paramilitaires et des forces de police serbes, se déploient dans la ville. Des troupes militaires, paramilitaires et de police serbes, qui, selon les témoignages reçus par la Chambre, n'étaient pas originaires de Brčko, sillonnent la ville.
L'offensive serbe vise la population non serbe de Brčko. Les habitants sont dirigés, quartier par quartier, vers des centres de rassemblement où les Serbes sont séparés des musulmans et des Croates. S'agissant des musulmans et des Croates, les femmes, les enfants et les hommes de plus de 60 ans sont d'abord évacués hors de Brčko. Les hommes musulmans et croates âgés de 16 à 60 ans sont maintenus dans des centres de rassemblement. Les musulmans sont amenés au poste de police de Brčko. Finalement, vers le 7 mai, presque tous les musulmans, mais des Croates également, sont transférés par bus et par camion vers le camp de Luka. Quelques femmes sont également conduites au camp. Le camp de Luka est une ancienne installation portuaire comprenant une série d'entrepôts situés sur un côté d'une route étroite traversant le camp et des bâtiments administratifs situés de l'autre côté de la route. Les détenus sont incarcérés dans les 2 premiers entrepôts, tandis que des interrogatoires sont menés dans le premier bureau du bâtiment administratif. Selon les témoignages reçus par la Chambre, des centaines de personnes ont été détenues au camp de Luka au cours du mois de mai 1992, dans des conditions de vie inhumaines et dégradantes. Tous les détenus, loin s'en faut, n'ont pas connu le sort que Goran Jeličić devait réserver à certains d'entre eux. Nombreux sont ceux qui furent libérés. Certains ont reçu des laissez-passer après que des soldats serbes se furent portés garants de leur comportement. Ceux qui restèrent détenus au camp de Luka et survécurent, mais aussi une partie de ceux qui, après avoir été libérés, furent de nouveau arrêtés. Tout cela devait par la suite être interné au camp de détention de Batković en juillet 1992, puis échangé pour la plupart à partir du mois d'octobre 1992. C'est au commissariat de police de Brčko et au camp de Luka que Goran Jeličić a commis ses agissements durant le mois de mai 1992. La Chambre dispose de peu d'éléments concernant la vie de Goran Jeličić. Il est né le 7 juin 1968 à Bijeljina. Il est arrivé à Brčko aux alentours du 1er mai 1992. Avant les faits, il n'avait jamais été condamné pour des faits de violence et travaillait, semble-t-il, comme mécanicien agricole. Au moment des événements, il porte des vêtements qui le font passer pour un policier. La Chambre n'a pas reçu davantage de renseignements sur son appartenance éventuelle à une structure policière, militaire ou paramilitaire. Au camp de Luka, il semble qu'on lui obéisse. Mais là également, les informations manquent. D'autres que lui peuvent manifestement aller et venir dans le camp comme bon leur semble et s'en prendre aux détenus. En ce qui le concerne, pour le meurtre de nombre de musulmans de Bosnie, pour les mauvais traitements infligés aux détenus au camp de Luka, pour les vols commis au préjudice de certains détenus, Goran Jeličić a été accusé par le procureur de génocide, de violation des lois et des coutumes de la guerre et de crimes contre l'humanité. Arrêté le 22 janvier 1998, en vertu d'un mandat d'arrêt lancé par le tribunal à La Haye, il a été immédiatement transféré au quartier pénitentiaire du tribunal, ici même à La Haye. Après divers épisodes procéduraux, qui sont d'ailleurs relatés dans la décision, Goran Jeličić a plaidé coupable pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais il a plaidé non coupable pour génocide. À la lumière des éléments versés à l'occasion du plaidoyer de culpabilité que Goran Jeličić a fait pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, à la lumière des dépositions
faites par les témoins de l'accusation et ceux de la défense sur la personnalité de l'accusé, comment s'apprécient les crimes que Goran Jeličić a commis et quelle peine mérite-t-il? La Chambre veut le dire clairement. Les circonstances dans lesquelles les actes reprochés à l'accusé ont été commis font apparaître ceci comme particulièrement indigne et révoltant. Goran Jeličić avait un comportement violent avec les détenus. Il frappait sans raison apparente, à coups de poing, à coups de pied, à l'aide de matraques, de bâtons ou d'autres instruments, sans se préoccuper du sexe ou de l'état de vulnérabilité de la personne. Surtout, Goran Jeličić est coupable du meurtre de 13 personnes qu'il a exécutées froidement. 5 de ces meurtres ont été commis près du commissariat de police de Brčko, selon un scénario toujours identique. Après avoir subi un interrogatoire, les victimes étaient amenées dans une ruelle proche du commissariat par Goran Jeličić, qui les exécutait, généralement de 2 balles dans la nuque, au moyen d'un pistolet Scorpion muni d'un silencieux. Les 8 autres meurtres qui lui sont reprochés ont été commis, cela, au camp de Luka. Là encore, les meurtres étaient perpétrés selon le même scénario. Les victimes étaient soumises d'abord à des interrogatoires que Goran Jeličić menait ou auxquels il participait. Les victimes étaient battues à l'aide de matraques et de bâtons. Puis, Goran Jeličić, muni du même pistolet Scorpion, les faisait sortir, les conduisait à l'angle des bâtiments où les victimes étaient exécutées d'1 ou 2 balles, tirées à bout portant dans la nuque ou dans le dos. Certaines d'entre elles furent contraintes de s'agenouiller sur une grille et tuées d'1 ou 2 balles derrière la tête. Un détenu croate a eu l'oreille coupée avant d'être abattu. Les cadavres étaient ensuite transportés par les détenus, ceux qui survivaient bien sûr, derrière les bâtiments. Ils étaient jetés à la rivière ou entassés dans des camions frigorifiques avant d'être mis dans des fosses communes. Les témoins ont déclaré que Goran Jeličić ressentait du plaisir du fait de sa position qui lui donnait un sentiment de puissance, le sentiment d'avoir un droit de vie et de mort sur les détenus, celui d'agir selon son bon vouloir, et qu'il tirait même une certaine fierté du nombre de victimes qu'il avait exécutées. Ainsi, Goran Jeličić aurait déclaré aux détenus du camp de Luka qu'avant de pouvoir boire son café chaque matin, il fallait qu'il exécute 20 à 30 personnes. Il aurait aussi déclaré à un détenu le 15 mai, après une exécution, qu'il s'agissait de sa 83e affaire. Quel que soit le nombre exact de ces victimes, les crimes de Goran Jeličić s'inscrivent dans le cadre de l'opération armée menée par les forces serbes contre la population musulmane de Brčko. Cette offensive révèle un certain degré d'organisation. Le rassemblement de la population dans différents points de la ville, puis le transfert dans des centres de détention, les interrogatoires, les violences, les meurtres, commis selon un procédé toujours identique et sur une brève période de temps, établissent le caractère massif ou systématique de l'attaque menée contre la population civile de Brčko. La Chambre a considéré que le plaidoyer de culpabilité de Goran Jeličić pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité avait de toute façon été fait dans des conditions qui permettaient d'accepter ce plaidoyer et de déclarer Goran Jeličić coupable de ces crimes. Mais dans son acte d'accusation, le procureur a pour sa part retenu en outre le crime de génocide. Pour établir le crime de génocide, il faut que la Chambre soit convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, ou bien qu'un génocide a été commis dont Goran Jeličić aurait été un exécutant, ou bien qu'il a lui-même commis un génocide.
Certes, Goran Jeličić, par son comportement, par les déclarations que des témoins lui ont prêtées, et notamment celles qui expriment un mépris profond pour la population musulmane, offre toutes les apparences d'un génocidaire au sens commun du terme. Goran Jeličić s'est même présenté la première fois devant cette même chambre sous le nom d'Adolphe. Détenu du camp de Luka, il se serait présenté comme étant l'Adolphe serbe et aurait dit être venu à Brčko pour tuer des musulmans. Il tenait des propos méprisants et discriminatoires, il humiliait ses victimes, il les insultait fréquemment en les traitant de balia, injures particulièrement dégradantes pour les membres de la communauté musulmane. Mais quelle est la traduction juridique d'un tel comportement? S'agit-il d'un comportement discriminatoire, comme dans l'hypothèse, par exemple, d'une persécution? Ou bien les actes et les propos de Goran Jeličić traduisent-ils une volonté cohérente de détruire un groupe comme tel, au moins en partie? A-t-il agi sur ordre, de sa propre initiative? En fait, son attitude révèle essentiellement un comportement incontestablement odieux, discriminatoire, mais aussi opportuniste et incohérent. Si des listes de noms de personnes semblent avoir été établies, la Chambre ignore qui les a établies et pour quelles raisons. Aucun élément présenté lors de ce procès n'a permis d'identifier la chaîne de commandement à laquelle se rattachait Goran Jeličić. Et si, lors de la commission de ces actes, il obéissait à des ordres. Il ressort des éléments soumis à la Chambre que le procureur n'a pas apporté la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un génocide global avait été commis à Brčko, ni au-delà, au cours du mois de mai 1992, et ce, même dans l'hypothèse considérée par la Chambre quant à la possibilité qu'un génocide puisse être perpétré sur une zone géographique limitée à une région ou à une municipalité. Mais la Chambre entend dissiper tout équivoque à cet égard. La Chambre ne dit pas qu'il n'y a pas eu de génocide à Brčko au mois de mai 1992. La Chambre constate que les éléments qui lui ont été soumis ne lui permettent pas de conclure qu'un tel génocide global a été commis. Au demeurant, il n'a pas été établi que Goran Jeličić se soit basé sur des listes que nous venons d'évoquer pour procéder aux exécutions. Selon les témoins présentés par le procureur, Goran Jeličić a également, sinon exclusivement, tué selon une sélection hasardeuse. De plus, il a de sa propre initiative, et parfois en l'absence de toute logique, délivré des laissez-passer à certains détenus, et ce, plus particulièrement à une personnalité de la communauté musulmane. Enfin, Goran Jeličić, outre son caractère opportuniste, a été dépeint par les experts psychiatres comme ayant une personnalité perturbée, présentant des traits de caractère limite ou borderline, antisocial, narcissique, marqués notamment par une certaine immaturité et une soif de reconnaissance. La Chambre considère en l'espèce que les actes de Goran Jeličić ne sont pas la manifestation d'une conscience claire visant la destruction d'un groupe en tant que tel. La Chambre souligne que l'intention discriminatoire n'est pas l'intention génocidaire, intention spéciale qui confère au génocide sa spécificité et le distingue des autres crimes du droit international humanitaire et notamment du crime de persécution, qui est également visé dans notre statut. Il n'a donc pas non plus été établi par l'accusation que Goran Jeličić avait commis ces actes dans le but de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. En conséquence, la Chambre ne pouvait que déclarer Goran Jeličić non coupable du crime de génocide. À présent,
nous allons traiter de la partie concernant le plaidoyer de culpabilité et donc la sentence que les juges ont déterminée. Pour cette partie-là, je vais me tourner vers Goran Jeličić, je vais lui demander de se lever pour entendre le verdict de la Chambre. Monsieur Goran Jeličić, vous avez entendu les raisons qui font que la Chambre vous acquitte du chef d'accusation 1, génocide, mais qu'elle vous déclare coupable au titre de 31 chefs d'accusation pour violation des lois et des coutumes de la guerre, chef d'accusation 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 36, 38, 40 et 44. Et qu'elle vous déclare coupable également pour crime contre l'humanité pour les chefs d'accusation 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 37, 39 et 41. Sur cette base, pour fixer la peine que tous vos crimes méritent, la Chambre a tenu compte de l'ensemble des éléments fournis par l'accusation et votre défense, ainsi que de l'ensemble des éléments de l'affaire. S'agissant d'abord des circonstances atténuantes, la Chambre a tenu compte notamment de votre âge au moment des faits. Vous aviez 23 ans. De ce que vous n'avez jamais été condamné pour crime violent, et de ce que vous êtes le père d'un enfant en bas âge. Et enfin, mais dans une faible mesure, expliqué dans la décision, de votre plaidoyer de culpabilité. En revanche, Goran Jeličić, la Chambre doit souligner le caractère révoltant, bestial et sadique de votre comportement. La Chambre considère que votre attitude méprisante à l'égard de vos victimes, votre enthousiasme, pour ne pas dire votre plaisir, à commettre les crimes, l'inhumanité de ces crimes, la dangerosité que traduisent vos agissements, constituent en l'espèce des circonstances particulièrement aggravantes, qui l'emportent bien largement sur les circonstances atténuantes. Les actes criminels que vous avez commis, Goran Jeličić, révoltent la conscience humaine. La Chambre est convaincue que les personnes, celles qui ont survécu et leurs proches, portent en elles, de façon non mesurable et pour un temps indéterminé, la souffrance et la mémoire de ces sinistres événements. Et au-delà de votre cas, me tournant au-delà, vers le public et au-delà, je voudrais dire, nous voudrions dire, que si ce tribunal pénal international a pour mission, entre autres, de contribuer à la restauration de la paix en ex-Yougoslavie, mais que pour y parvenir, il se doit d'identifier, de poursuivre et de châtier les principaux responsables politiques et militaires des atrocités commises depuis 1991 sur les territoires concernés. Mais il se doit aussi de rappeler, le cas échéant, que si les crimes perpétrés à l'occasion de conflits armés peuvent être plus spécialement imputables à tel ou tel de ces responsables, de ces hauts responsables, ces derniers ne sauraient parvenir à leur fin sans le concours enthousiaste ou la contribution directe ou indirecte d'individus comme vous, Goran Jeličić. La Chambre vous condamne, Goran Jeličić, parce que vous êtes d'abord coupable pour avoir volé de l'argent appartenant à des personnes détenues au camp de Luka, identifiées, Aziz Begić, Zecir Osnić, Enes Zukic, Armin Drapić. Elle vous condamne parce que vous êtes coupable d'avoir infligé de graves sévices corporels aux frères Zecir et Reza Dosmić, coupable pour avoir infligé des sévices corporels à Mohamed Boukvić, coupable pour avoir infligé des sévices corporels à Amir Didić. Elle vous condamne parce que
elle vous considère et que vous êtes, écoutez, coupable pour le meurtre d'une personne non identifiée. Nous ne saurons jamais, vous-même d'ailleurs ne le savez pas, de sexe masculin. Coupable pour le meurtre de Hassan Yassarevitch. Coupable pour le meurtre d'un jeune homme du Saint-Érage. Coupable pour le meurtre de Ahmed Odzic ou Adzic, alias Papa. Coupable pour le meurtre d'une personne renommée Souad. Coupable pour le meurtre de Yasminko Koumorovic, alias Yatché. Coupable pour les meurtres des deux frères Ouzo et Smaïl Zahirovic. Coupable pour le meurtre de Naza Bougvitch. Coupable pour le meurtre de Muharrem Ahmetovic. Coupable pour le meurtre de Stipo Glavosevitch. Coupable pour le meurtre d'Onovalia. Coupable enfin pour le meurtre d'Adnan Koussalovitch. Pour tous ces crimes, pour tous vos crimes, la Chambre vous condamne, Goran Ilizic, à la peine de 40 années de prison. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.